c'est on, parfait. Bonjour à tous, merci de vous être levés. J'ai l'impression que la moitié de la salle n'a pas réussi à se lever, donc j'espère que je pourrai les rencontrer un petit peu plus tard. Merci à tous d'être ici. C'est un plaisir d'être avec vous pour Invasion Cocktail. Donc, comme Marilyn a expliqué, c'est la première fois que je viens à Montréal, première fois au Québec, mais aussi première fois au Canada. Donc, vraiment ravie d'être ici, ravie de pouvoir présenter en français, ce qui m'arrive vraiment pas très souvent, parce que du coup, pour la petite histoire de Saint-Germain, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai pas pu rencontrer avant, qui n'étaient pas là peut-être au brunch Saint-Germain hier, où alors là c'était une bonne introduction dans la culture québécoise. J'ai l'impression d'avoir plongé directement dedans, c'était incroyable, on a vraiment passé un beau moment. Donc Camille Ralph, ambassadrice monde pour la marque Saint-Germain. Ça fait presque 6 ans que je travaille pour la marque. Je suis aussi connue comme Madame Saint-Germain. J'ai eu la chance de rencontrer le créateur de la marque il y a 6 ans et qui m'a offert une position comme ambassadrice et ça a été le début de l'aventure. À l'époque, j'étais à Melbourne en Australie où je faisais du bar. Et ensuite, je suis partie sur Londres. J'ai fait 3 ans sur Londres, 2 années à Brooklyn. Et là, je viens de me réinstaller sur Londres. Donc, voyager autour du monde pour beaucoup parler de cocktail, de l'apéritif, qui est vraiment un sujet qui me tient à cœur, parce que je suis originaire du sud de la France. Et du coup, voilà. Donc vraiment ravie d'être ici avec vous. Les hashtags, les contacts pour les réseaux sociaux, et surtout, commençons à parler de l'heure de l'apéritif. Alors, Marine, on va essayer de rester dans le timing, mais on a commencé un petit peu en retard. Alors aujourd'hui, au sommaire, on va parler de l'origine de l'apéritif, donc vraiment d'où ça vient, comment ça a commencé, les débuts de l'apéritif, mais pas vraiment un cours d'histoire parce que je pense que ça c'est pas ce qu'on a vraiment envie de savoir, mais plus envie de voir où ça en est l'apéritif aujourd'hui dans le monde et pourquoi il y a un intérêt vraiment et un engouement pour l'apéritif. Donc on va faire l'origine de l'apéritif, la définition de l'apéritif, qu'est-ce qu'un apéritif cocktail, qu'est-ce que ça veut dire un apéritif dans votre verre. Vous avez tous eu un cocktail pour commencer la journée. Le rôle des apéritifs sur le menu, donc vraiment de comprendre pourquoi c'est intéressant pour les établissements d'avoir une section apéritif sur votre menu. Et comme Marilyn l'a mentionné, j'ai eu la chance de parler de l'apéritif dans plusieurs endroits dans le monde, de Paris à Los Angeles, à Tales of the Cocktail l'année dernière en Nouvelle-Orléans. Et je trouve qu'à chaque fois, je trouve ça intéressant d'avoir des gens de la ville ou du pays pour parler de la scène du cocktail et de la culture de l'apéritif dans chaque ville. Et pour moi, c'était difficile, n'ayant jamais mis un pied au Québec ou à Montréal, de parler de Montréal. Et donc, j'avais envie d'inviter 2 personnes sur scène pour pouvoir parler de aujourd'hui la culture de l'apéritif à Montréal. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc 2 établissements qui font bouger les choses par rapport à l'apéritif, le Lab et le 4e mur. Et donc d'avoir Fabien et Max sur scène avec moi. Mais donc je vais faire la première partie et ensuite la partie l'apéritif à Montréal. Je les inviterai à me rejoindre sur scène. Alors j'aime bien commencer avec la définition du mot apéritif. Donc le mot apéritif vient du latin aperire, qui veut dire ouvrir. On sait que du coup l'apéritif, ça a comme objectif d'ouvrir l'appétit. Donc c'est vraiment une boisson qu'on déguste avant un repas. Ça dépend dans quel pays. Alors en France, ça sera avant le dîner. En Espagne, c'est l'apéritif. La culture de l'apéritif, c'est avant le déjeuner, donc le lunch du midi. Mais pour moi, plus que d'ouvrir l'appétit, c'est vraiment le début de la soirée. En fait, c'est ouvrir la soirée. Et je trouve que c'est une notion qui est différente de ce qu'on peut avoir pour l'apéritif hour, par exemple aux États-Unis, etc. L'origine de l'apéritif. Alors, comme beaucoup, c'est chez les Grecs qu'on regarde pour l'origine de l'apéritif. Médicinal au début, c'était vraiment, alors pas forcément pour ouvrir l'appétit, mais justement plus pour aider à digérer leurs grands festins qu'ils aimaient et qu'ils appréciaient autant, mais vraiment médicinal. Et très rapidement, ils se sont mis à apprécier beaucoup tous ces vins fortifiés qu'ils créaient pour digérer et se sont mis à les déguster plus comme un apéritif et plus par plaisir que pour des raisons médicinales. Et ce qu'on appelle le moderne apéritif, donc ce qui est venu après, c'est devenu très populaire au 19e siècle.
Et je dirais qu'en France, ce qui marque vraiment le début de l'apéritif, pas forcément comme quelque chose de médicinal, même si à l'origine ça a été créé pour quelque chose de médicinal, ça a été la création de Dubonnet en 1846, qui à l'origine a été créé, pareil, un vin fortifié avec de la quinine, donc un aspect médicinal derrière, mais ça a été le début du lancement de tous les vins fortifiés, tous les vermousses qu'on peut connaître en France, les liqueurs, etc. Et alors, je trouve ça intéressant quand on regarde l'origine de l'apéritif, parce que l'Europe, c'est quand même petit. Et si vous regardez l'origine de l'apéritif, on va parler beaucoup de la France, de l'Italie avec l'apéritivo, de l'apéritif en Espagne, en Grèce, mais pas vraiment dans le nord de l'Europe. On est d'accord ? On ne voit pas vraiment. Et je me suis toujours posé la question de pourquoi l'Europe du Sud avait développé cette culture de l'apéritif quand l'Europe du Nord ne l'avait pas du tout. Ayant vécu dans plusieurs pays d'Europe du Nord, c'est pas quelque chose qu'ils avaient vraiment, qui faisait partie de leur culture. Et donc, en regardant, je me suis rendu compte qu'en fait, l'Europe du Nord était vraiment concentrée sur tout ce qui était distillation. Donc, en Hollande, tous leurs produits qu'ils font, toutes les liqueurs, mais plus de la distillation. En Écosse, les whiskies. En Angleterre, tout ce qui était gin. Alors qu'en Europe du Sud, on se concentrait vraiment sur la création de vins qui, à l'époque, quand l'apéritif a commencé, n'était pas forcément de très bonne qualité, disons. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé vraiment à ajouter, et aussi pour la conservation, en fait, à ajouter toutes ces herbes et ces épices. Et donc, de créer vraiment cette culture de l'apéritif en Europe du Sud parce qu'on créait beaucoup de vins en France, en Italie, en Espagne, etc. Mais je pense qu'aussi le temps, le climat de l'Europe du Sud a beaucoup joué sur ça, en fait, parce que si vous regardez le temps de l'Espagne versus le temps de la Suède ou du Danemark, il fait quand même beaucoup plus beau, les gens vivent beaucoup plus dehors, c'est vraiment une différence de lifestyle. Et donc, on voit vraiment que l'apéritif, la culture de l'apéritif est née dans l'Europe du Sud. Mais alors, qu'est-ce que c'est un apéritif ? Alors, la définition dans le dictionnaire, c'est une boisson alcoolisée consommée avant le repas. Alcoolisée, je mettrai des guillemets sur ça. Ayant grandi dans le sud de la France, j'ai profité de nombreux apéritifs en famille avec mes parents qui, à l'époque, n'étaient pas alcoolisés. Donc, je dirais boisson alcoolisée pour des adultes. Mais pour moi, un apéritif, c'est plus qu'une boisson, c'est un moment de partage. Et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur en France, en Europe du Sud, et donc une boisson alcoolisée, mais je trouve que c'est vraiment plus un moment où on se détend, un moment en famille, un moment avec des amis, un moment avec des collègues. Et donc tous les séminaires que j'ai pu faire par rapport à l'apéritif, que ça soit à Tales of the Cocktail l'année dernière où ça s'appelait l'apéritif A Drink and a Way of Life, c'était vraiment d'introduire cette notion de un apéritif, ce n'est pas juste un cocktail, c'est un moment de partage et c'est vraiment un lifestyle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en tant que cocktail ? Alors, pour moi, il n'y a pas vraiment de règle. Un apéritif, c'est ce que vous avez envie de boire avant votre dîner. Ça dépend du moment, ça dépend du moment du temps, ça dépend de l'heure qu'il est, ça dépend de si vous avez mangé, pas mangé encore. Mais pour moi, il y a quelques critères qui sont importants pour définir un apéritif, c'est que ça doit être un cocktail léger et un cocktail rafraîchissant. Ça va pas être le moment où vous allez boire votre Manhattan ou votre Old Fashion, mais vous voulez vraiment quelque chose qui va réveiller vos papilles et qui va stimuler votre appétit, mais aussi quelque chose que vous allez pouvoir commander et recommander. Donc vraiment quelque chose de léger pour commencer la soirée. Et alors, si on regarde un petit peu les apéritifs communs, on va avoir alors les vins, le champagne, la bière, le cidre dans certains pays, les vins aromatisés, le pastis si on est du sud de la France comme nous, la moresque, j'aurais dû ajouter la moresque juste à côté, le vermouth, le sherry. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a d'autres cocktails qui commencent vraiment, et ça fait quand même plusieurs années, à faire partie de l'apéritif. C'est tout ce qu'on a, le gin and tonic. Donc là, et pourtant, pas que dans l'Europe du Sud, mais vraiment partout, où en Angleterre, le gin and tonic, c'est partout. En Espagne, ils ont leur serve dans le copa glace. Donc vraiment le gin and tonic qui fait partie de la culture de l'apéritif dans différents pays. Le spritz,
Donc le spritz comme vous avez pu avoir aujourd'hui avec le cocktail Saint-Germain. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'origine du spritz et comment ça a commencé? L'histoire du spritz derrière, avant Aperol, avant Campari, avant Saint-Germain, avant toutes ces marques qui ont commencé ça. En fait, le spritz, ça a été créé à Venise, mais quand ça faisait encore partie de l'Empire vénitien, et quand l'Empire vénitien était sous la gouverne de l'Autriche encore. Et en fait, à l'origine, donc les soldats autrichiens venaient à Venise et bien sûr n'étaient pas habitués au vin d'Italie qui était bien plus fort en goût mais aussi en alcool par rapport à ce qu'ils avaient en Autriche et ils ont commencé à demander spritzen qui veut dire une dash, une splash et en fait ils demandaient pour de l'eau ou de l'eau gazeuse dans leur vin, blanc ou rouge mais vraiment le spritz, l'origine du spritz c'est du vin avec de l'eau gazeuse. Et en fait, quelques années après, 2 Français ont créé le soda siphon, donc pour créer l'eau gazeuse. Et c'est comme ça que c'est devenu très populaire. Et ensuite, Aperol a créé leur spritz. Et à la base, Aperol Spritz, c'était vraiment le spritz pas cher qui payait 1 euro et qui pouvait boire comme ça. Et ensuite, beaucoup de marques se sont mis à développer le spritz parce que pour moi, c'est vraiment la définition d'un apéritif. C'est léger, c'est rafraîchissant. Il y a une amertume, soit qui vient du zeste de citron, soit qui vient de la liqueur utilisée. Et en même temps, ça va pas saturer votre palais, c'est vraiment rafraîchissant et ça vous prépare pour votre dîner. Le Negroni, et je dirais même la famille du Negroni, qui est plus fort qu'un spritz, plus fort qu'un sbagliato, mais où du coup il y a vraiment cette culture de l'apéritivo avec le Negroni. Et ensuite, le Martini, je l'ai mis dans une autre catégorie parce que pour moi le Martini pour certaines personnes, ça fait partie de l'apéritif. Je le mettrai dans une catégorie différente, juste parce que du coup, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'apéritif avec 3 martinis, on oublie rapidement le dîner, ça n'ouvre pas vraiment l'appétit, ça le fait plus disparaître. Mais certaines personnes apprécient. Alors après, il y a le 50-50 martini, donc qui est moitié gin ou vodka avec du vermouth, qui peut être une belle alternative pour un cocktail. Et en fait, si on regarde aujourd'hui aux apéritifs qu'on peut voir sur les menus, vous allez vous rendre compte que beaucoup des cocktails qui sont créés par les barman sont inspirés en fait de ce premier paragraphe d'ingrédients qui font vraiment partie de l'apéritif. Vous trouverez beaucoup de cocktails à base de vin, à base de champagne, le champagne cocktail qu'on trouve beaucoup, des cocktails à base de bière, des cocktails à base de cidre, des cocktails à base de vin aromatisé, de pastis, de vermouth, de sherry. En fait, ils se sont inspirés de ce qui étaient les classiques de l'apéritif et ces ingrédients et ces choses que les gens buvaient pour créer des cocktails autour. Parce que si on regarde à l'Europe du Sud et qu'on se rappelle la carte que je viens de vous montrer, en fait, nous, en France, par exemple, on n'avait pas la culture du cocktail. La culture du cocktail, moi, j'ai grandi dans le sud de la France, mais mon père buvait un pastis, ma maman allait boire un verre de vin, mais c'était tout. En fait, on n'avait pas cette culture du cocktail en France. En Italie, ils avaient le Negroni, le Sbagliato, mais ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas vraiment la culture du cocktail définie en tant que telle, comme on peut la connaître aux États-Unis, etc. Et en fait, ça fait quelques années, je dirais 10 ans, 8 ans depuis que l'Experimental Cocktail Club a commencé aussi à Paris, où ils ont vraiment développé cette culture du cocktail et aujourd'hui c'est en train d'exploser. On voit énormément d'établissements, que ça soit en France, en Italie, etc. Mais à la base, on n'avait pas cette culture du cocktail. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire l'apéritif aujourd'hui autour du monde ? J'aime beaucoup parler de cette citation parce que je trouve que ça définit vraiment bien l'idée de l'apéritif pour les Français. Donc Paul Morand, un écrivain français, je ne sais pas si vous connaissez. L'apéritif, c'est la prière du soir des Français. Les statistiques aujourd'hui disent que 90% des Français font l'apéritif, minimum 1 fois par semaine. En moyenne, 4 fois par semaine, le Français fait l'apéritif. Donc ça fait vraiment partie de notre culture. Ça ne veut pas dire qu'ils vont dans un bar à cocktails et qu'ils dégustent tous les cocktails, parce qu'aujourd'hui, l'apéritif en France, ça reste encore beaucoup ça. La terrasse avec le verre de vin, les olives, les cacahuètes, la bière, le pastis, etc. Mais on voit de plus en plus des établissements qui développent vraiment le cocktail pour l'occasion de l'apéritif. Et alors, un établissement que j'aime beaucoup et qui a vraiment beaucoup fait bouger les choses à Paris, ça s'appelle le Marie-Céleste. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler déjà. Karina Soto-Velasquez, Adam, Josh,
Ils ont un groupe qui s'appelle le Kinoxis et ils ont donc la Candelaria à Paris, Hiro qui est un restaurant coréen qui fait des cocktails et un endroit qui s'appelle Glace aussi, la Candelaria qui est vraiment focus sur le mezcal et la tequila. Et donc, ils ont ouvert le Marie Céleste avec vraiment l'idée d'utiliser beaucoup de produits apéritifs. Ils ont une belle carte de vin. Ils ont vraiment des beaux produits de France, d'Italie, d'Espagne, beaucoup de sherry, beaucoup de vermouth, beaucoup de liqueurs françaises. Et en fait, ils ont voulu introduire aux Français et introduire à Paris, parce que du coup cet établissement est à Paris, le cocktail. Et en fait, quand ils ont commencé, ils ont fait une carte de spritz et ils avaient un spritz différent une fois par semaine à un prix vraiment abordable pour du coup introduire le cocktail aux Français parce que du coup les Français avaient tendance à aller plus vers du vin et donc ils ont créé vraiment une carte de cocktail apéritif autour de la sangria, du spritz pour leur dire regardez, vous voulez un verre de vin, au lieu de prendre un verre de vin, je vais vous présenter un cocktail. Je pense que vous allez aimer parce que c'est les mêmes notes, mais c'est quelque chose de différent que vous n'avez jamais essayé. Pour faire du coup petit à petit les introduire vers le cocktail. Donc vraiment un bel établissement et puis un établissement de jour qui est ouvert, pas le speakeasy que vous avez l'habitude de voir, quelque chose de vraiment différent. Un autre établissement qui a ouvert maintenant il y a presque 2 ans, qui s'appelle Dante à New York. Pareil, donc vraiment un gros focus sur l'apéritif et sur la culture de l'apéritif. Et en fait, moi j'ai passé 2 ans aux États-Unis et ils n'ont pas la culture de l'apéritif. Vraiment, c'est quelque chose qui se développe. Il y a un vrai intérêt aujourd'hui par rapport à la culture de l'apéritif, mais c'est quelque chose de vraiment nouveau. Ils ont ce qu'ils appellent le happy hour, qui pour moi est vraiment différent parce que c'est un état d'esprit qui est vraiment différent. Le happy hour, c'est la fin de la journée. Ils finissent leur travail, ils vont dans un bar, ils prennent des cocktails à 2 for 1 et ils rentrent à la maison pour dîner avec sûrement plusieurs martinis sous l'aile. Alors que l'apéritif, c'est vraiment le début de la soirée. Donc c'est le commencement, c'est l'ouverture de quelque chose, mais pas la fin de quelque chose. Mais du coup, donc Dante a fait vraiment beaucoup de travail pour introduire à New York la culture de l'apéritif, de l'apéritivo, et donc une très très belle carte. Donc ils ont un menu dédié au Negroni, ils ont un menu de spritz, ils font vraiment beaucoup de cocktails à base de bière, à base de vin, etc. Et c'est un des ouvertures les plus réussies à New York et vraiment les gens aiment beaucoup parce qu'il y a cet intérêt et cet enthousiasme autour de la culture de l'apéritif aujourd'hui. Donc ça, c'est quelques exemples de leur cocktail. Un autre établissement qui a ouvert, qui était un des premiers bars spécialisés sur l'apéritif et sur les cocktails apéritifs, qui s'appelle Bar Americano à Melbourne, qui a ouvert il y a, je dirais, 7 ans. Et lui, vraiment, Matthew Baxter, c'était un des pionniers sur le low ABV, faire un focus sur l'apéritif, etc. Et en fait, son bar Americano est minuscule. Mais quand je dis minuscule, ça doit faire presque la taille de la scène. Et donc, c'est vraiment les gens, ils vont dans la journée pour boire du café. Ils ont un très bon café. Et ensuite, ils servent des cocktails classiques, donc du Negroni, du Americano, le cocktail, Sbagliato, etc. Donc, ça a vraiment été un des premiers qui a ouvert en plus en Australie où la scène du cocktail était en train de se développer. Mais ils n'avaient pas du tout la culture de l'apéritif. Donc, il a introduit ça à Melbourne. Un autre établissement que vous connaissez peut-être, Bar Termini, qui a été ouvert par Tony Conigliaro à Londres. Tony qui a aussi 69 Collingborough, beaucoup d'établissements, qui a fait beaucoup de choses. Et donc, lui, il a ouvert cet établissement dans Soho. Pareil, un établissement vraiment petit et il se concentre sur le café la journée. Pareil, un établissement ouvert toute la journée. Donc, c'est vraiment différent du speakeasy qui ouvre assez tard et qui ferme très tard. Eux, ils sont ouverts toute la journée. Ils font du café et ensuite, vous pouvez aussi y aller à 11h du matin si vous avez envie de boire un Negroni ou un Spritz ou si vous avez envie de faire un stop dans l'après-midi. Mais donc, vraiment, ce côté très brasserie française ou bar italien.
Donc ça, c'est vraiment pour les établissements qui font un focus 100% sur l'apéritif. Je trouve que c'est intéressant de les regarder parce qu'en fait, ça révèle vraiment le fait qu'il y a un vrai intérêt du cocktail aujourd'hui, de l'apéritif, que les gens ont vraiment envie de profiter de l'apéritif. Mais ça ne veut pas dire que vous allez tous devoir ouvrir des établissements juste sur les cocktails. Et je trouve intéressant de voir quel intérêt pour vous d'avoir une section apéritif sur votre menu dans votre établissement, en fait. Et si vous regardez, alors j'ai pris des exemples de New York parce que c'est là où j'ai vécu pendant les 2 dernières années, mais beaucoup d'établissements, que ça soit à Londres, à New York, à Paris, à Berlin, etc. Surtout alors des établissements par exemple comme Paris où il y a déjà cette culture de l'apéritif, mais aussi aux États-Unis où on voit cet intérêt de la culture. Ils ont créé une section sur leur menu dédiée à l'apéritif. Donc ça, c'est le menu du Nomade. C'est le menu qui a été lancé il y a un peu moins d'1 an. Et donc en fait, ils ont vraiment une page entière dédiée sur l'apéritif pour leur clientèle. Il y a un autre établissement qui s'appelle Nightcap. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est les mêmes patrons que Death & Co. À New York. Et donc, eux, ils ont vraiment, c'est un speakeasy, c'est dans un basement, faut descendre. Et donc, vraiment, l'endroit où tu penserais pas forcément à aller pour un apéritif. Et en fait, ils ont créé tout ce menu, donc ils font ce qu'ils appellent le apéritif hour. Et du coup, ils ont créé un menu spécial, donc ils ont que ce menu-là quand vous venez entre 5h et 7h. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les gens apprécient beaucoup et en profitent pour goûter de nouvelles choses ou qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude et donc de venir dans leur établissement plus tôt. Alors pourquoi tous ces établissements-là, qui sont certains des établissements les plus connus et reconnus dans le monde, se sont mis à surfer cette vague de l'apéritif et cet intérêt pour l'apéritif? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, on va commencer par parler plus de leur clientèle. Aujourd'hui, la consommation, elle a changé. Les gens n'ont pas forcément des métiers de 9h à 5h. Beaucoup de gens travaillent de la maison. Beaucoup de gens sont entrepreneurs. Donc, beaucoup de gens sortent plus tôt, vont boire des cocktails dans la journée, font des lunchs avec un cocktail, profitent de l'apéritif. Donc, la consommation, elle a vraiment changé ces dernières années. Il y a vraiment beaucoup de statistiques qui prouvent que la clientèle ne boit plus de la manière dont ils buvaient avant. Je pense qu'aussi, cette vague des gens qui ont envie de boire mieux, de manger mieux, qui sont de plus en plus intéressés à ce qu'ils mettent dans leurs assiettes, mais aussi dans leurs verres, ça a beaucoup joué. Je pense que le farm to table qui a commencé dans la cuisine et qui est vraiment arrivé derrière le bar a joué beaucoup sur ça aussi, donc d'utiliser des produits frais, des produits de saison. Les gens ont commencé à s'intéresser de plus en plus à ça. Et ils veulent des beaux produits. Je pense qu'il y a aussi de plus en plus de connaissances sur l'origine des produits, d'où ils viennent. Les gens ont un peu l'impression de voyager en buvant quelque chose d'Italie, de France, etc. Et bien sûr, le low ABV cocktail qui a explosé aux États-Unis et qui a vraiment s'est diffusé partout dans le monde. Pour, je pense, beaucoup de raisons aussi parce que les barman ont décidé que c'est ce qu'ils avaient de plus en plus envie de déguster. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup plus accès à beaucoup de vermouth, de liqueurs, de vins fortifiés dont on n'avait pas accès avant. Et donc les barman se sont de plus en plus intéressés à ces produits low ABV et à créer des cocktails low ABV. En tant que barman, je trouve ça très intéressant de travailler des produits low ABV parce qu'en fait, vous n'allez pas avoir le côté alcool qui vient et qui prend tout sur votre palais. Et on peut vraiment jouer sur des subtilités et sur des notes vraiment différentes en étant sur du low ABV. Je trouve ça vraiment très intéressant comme travail. Et donc, de plus en plus, vu qu'il y a eu l'intérêt des barman, les consommateurs se sont mis à apprécier de plus en plus aussi. Et alors, quel rôle ça joue sur votre menu? Pourquoi c'est intéressant d'avoir cette section apéritif et pas forcément un menu complètement apéritif ou un établissement complètement dédié à l'apéritif, mais pourquoi il y a un intérêt pour les établissements? Une clientèle qui vient plus tôt dans vos établissements. Combien d'établissements ici ont très peu de personnes qui viennent avant 20h dans vos établissements, dans vos speakeasy?
Personne. Vous êtes tous, vous ouvrez la porte, il y a une queue derrière, des gens qui sont là, ils ont attendu toute la journée pour venir, mais quelle chance, quelle chance. Donc on sait qu'en fait, en général, tout ce qui est établissement plus speakeasy, les gens ont tendance à venir plus après dîner, plus pour un cocktail ou avant dîner, mais pas forcément après le travail. Et donc d'avoir ce cocktail et cette liste d'apéritifs, ça permet vraiment de développer plus quelque chose qui sera différent du speakeasy et d'avoir une clientèle qui va venir avant leur dîner en se disant « Bon, ben en fait, j'ai une réservation juste à côté pour mon dîner, je vais aller boire un cocktail apéritif à cet endroit-là avant d'aller dîner ». Ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis, qui s'est énormément développé, qu'on voit vraiment partout, où du coup, les gens ont plus envie de sortir après le travail directement. L'apéritif, ça donne faim. Donc, comme on a pu voir, les gens viennent plus tôt. Et vu que l'apéritif est plus léger, comme je disais, un martini, 2 martinis, 3 martinis, la fête est finie, hein, c'est terminé. Alors qu'un apéritif cocktail low ABV, c'est quelque chose où vraiment on va pouvoir en apprécier 1, 2, 3, profiter de la soirée. Vraiment, je trouve que quand il y a ce côté apéritif, les gens vont commander un petit truc à manger, rester. Moi, Dante, le bar à New York, ça m'est arrivé vraiment beaucoup de fois d'y aller pour un apéritif à 6h et de repartir à minuit. De rester pour la soirée, de me dire, bon, bah, je vais dîner là-bas. Et beaucoup de gens font ça. En fait, ils se rendent compte que d'avoir cette offre où les cocktails sont plus légers, donc les gens peuvent rester plus longtemps, ils commandent des petites choses à manger, des petites entrées, et ensuite, souvent, ils restent même pour le dîner. Le coût des cocktails, là, ça intéresse tout le monde, le coût des cocktails. Un coût, bien sûr, beaucoup plus bas sur des cocktails low ABV, sur des apéritifs, ce qui vous permet à vous de faire une marge, mais ce qui vous permet aussi de faire une offre qui sera moins chère pour introduire à votre clientèle, qui ne sera pas forcément une clientèle du cocktail à la base, vos cocktails à des prix plus intéressants. Donc vraiment, toute la gamme apéritif, ça joue un rôle important sur votre marge. Et ensuite, on va commencer à parler un peu de Montréal. Alors moi, parce que là, j'ai fait, Marilyn, j'ai rattrapé le temps. Hein. Tu as vu, j'ai fait ça vite. Alors, j'ai la chance d'avoir Fabien et Max qui vont parler un petit peu de leur expérience ici, de comment c'est la culture du cocktail et de l'apéritif ici à Montréal. Mais après, j'aimerais vraiment qu'il y ait plus une conversation pour essayer de comprendre un petit peu vous aussi, comment sont les gens dans vos établissements. Est-ce que vous voyez un intérêt de plus en plus pour l'apéritif? Est-ce que vous voyez les gens venir? Est-ce qu'il y a de la demande? Je trouve que ça serait bien qu'on ait une session questions à la fin pour comprendre un petit peu plus où ça en est à Montréal. Mais avant tout, on va parler du lab parce que du coup, je n'ai même pas encore eu la chance d'aller voir cet établissement et donc d'avoir Fabien, merci beaucoup pour te joindre à nous pour parler de l'expérience du lab. Alors, au niveau micro, on va prendre cela. Ah ah! Alors... Je me sens géant, ça marche. Alors, on va... Ouais, il est on. Il est on, ça marche? Voilà. Bon, bah bonjour à tous. Bonjour à toi, Camille. Bonjour. Merci de la présentation. Comment ça marche? Alors, il faut juste appuyer, voilà. Okay. Tadam! J'ai fait un... OK. Donc, pour placer un peu le contexte, je te laisse la manette. OK, moi je fais la... Je fais la manette. Parfait. C'est de parler un petit peu du lab et d'histoire en arrière du lab. L'histoire remonte en 2004 où on a parti une compagnie de consultation, justement, dans l'univers cocktail et en parallèle une compagnie d'événementiel qui se dédiait aux services de bar, mais spécialisée dans le cocktail. C'est généralement fait des services de bar avec du vin, du champagne et tout ça. Les choses marchant bien, on a commencé à se mettre en quête d'un local, d'un laboratoire où on pouvait développer nos créations, mettre nos affaires et tout ça. Et c'est là qu'on est tombé sur le local du plateau Mont-Royal, sur la rue Rachel, en face du parc La Fontaine. Un local perdu, caché pas du tout sur une zone passante. Il a fallu ouvrir un bar avec un budget absolument ridicule. Bref, on est parti avec pas grand-chose, sauf beaucoup de passion. Et c'est là qu'en octobre 2008, on a officiellement ouvert les portes du lab Comptoir à Cocktail.
La mission au départ était simple, c'était de valoriser l'art du bar et la science des cocktails. C'était la scène cocktail à cette époque-là était très réduite, il y avait quelques établissements, mais très peu. Et donc, notre mission à nous, c'était d'offrir un endroit où les gens pouvaient avoir une sélection de spiritueux intéressants et un service de qualité et surtout d'avoir des mélanges bien faits. Donc, on est parti sur cette notion-là. Les années passant, on est rendu maintenant en 2008-2017. On a toujours œuvré justement dans la culture cocktail, de la promouvoir. On a eu la chance, en étant un peu dans les premiers sur cette scène-là au Québec, de voir beaucoup de bartenders passer chez nous, de pouvoir les former et surtout aussi de pouvoir bénéficier de leur passion. Et je pense que du fait qu'on n'avait pas de budget, pas de référence, tout ça, cette réputation du lab, elle s'est faite beaucoup par le bouche à oreille, cet aspect speakeasy et la qualité des bartenders qu'il y avait en arrière qui amenaient leur savoir-faire et leur passion. Les années passantes, on n'est pas resté juste avec notre lab, on a développé beaucoup de choses. Donc, on a relancé en 2011-12 notre service d'événementiel sous l'appellation de Proxy Bar Mixology. En 2013, on a commencé à commercialiser notre gamme de sirops, des sirops 100% naturels, des sirops destinés à sublimer les cocktails et également les plats en cuisine, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir plusieurs applications là-dessus. En 2014, on a lancé les premières lignes de bitters. Il faut savoir que le marché au Québec est très restrictif au niveau des lois. On a un peu mis le pied dans la porte, ce qui a permis au jour d'aujourd'hui, maintenant, on a des gammes de bitters locaux qui sont très intéressants. Ensuite de ça, on a... qu'est-ce qu'on a fait? On fait plein de choses dans la vie. En 2015, on a lancé un vermouth. Donc, dans les retours des vermouths, et justement dans cette idée d'apéritif, avec un peu la vision, tu parlais tout à l'heure un peu de ta mère, ton père, mais c'est un peu la même vision pour moi. Quand on prenait l'apéritif, les gars, c'était le côté un peu ricard. Les femmes, on était plus sur des vermouths, des apéritifs légers, Pinot des Charentes, entre autres, qui est plus une partie de ma région. Et donc, c'était l'idée, donc, de créer un vermouth pour l'apéritif, et non pas pour le cocktail, parce que le retour du vermouth chez nous, ça a été vraiment associé à ce côté cocktail. Vermouth apéritif, on est très fiers, parce que l'année dernière, on a pris le prix du meilleur produit créatif à la CTAQ. Et juste tout récemment, on a pris la médaille de bronze au San Francisco World Spirit pour notre vermouth. Donc, on est très fiers de ça. Ouais. Et, merci. Donc, pour continuer sur la lancée, on s'ennuyait un peu avec le lab, c'est pas vrai. C'est vu que c'était plus petit et tout ça, mais on trouvait qu'il y avait un manque, quelque chose qui tenait à cœur depuis longtemps, c'était un aspect un peu nourriture. Donc on va rejoindre encore un peu cet aspect apéritif prolongé. Donc l'année dernière, on a ouvert le lab Quartier des Spectacles, qui est, comme le nom l'indique, sur le quartier spectacle sur Sainte-Catherine. Établissement qui va avoir beaucoup de similitudes par rapport au lab original, mais avec un espace beaucoup plus grand. Moins speakeasy parce qu'on est moins caché, on est sur une zone passante. Et surtout, je dirais c'est le lab 2.0 puisqu'on a cette offre de nourriture facile à partager et autres. Donc, voilà pour l'histoire courte du lab. Ensuite, donc, apéritif vs 5 à 7. Parce que dans le fond, c'est vrai qu'en Europe, on a cette culture apéritif, le terme est employé, on va prendre l'apéro, on se retrouve entre nous. Ici, même si on commence à le voir arriver de plus en plus, et puis on a une communauté très européenne à Montréal, on a quand même beaucoup plus cette tendance, pendant le temps d'happy hour et de fameux 5 à 7. Je pense que si l'appellation est complètement différente, le résultat final est identique. À savoir que, bien sûr, on parle souvent de l'apéritif pour ouvrir l'appétit en prélude à un repas, mais je pense que la vocation du 5 à 7, pour nous ici, surtout l'instant où tu vas te retrouver entre amis, justement finir ta journée, partager un verre et puis discuter, puis justement entamer cette soirée. Malheureusement, nous, on ne la finit pas à 5 heures, à 7 heures, on la continue un peu après. Donc, on porte beaucoup d'attention à cette étape-là, ce qui nous a amené en fait à développer sur notre menu une section « It's 5 o'clock somewhere ». Ça marche partout à n'importe quelle heure, où on va proposer des cocktails, justement, un peu comme tu l'as mentionné, souvent un peu moins forts en alcool, travailler justement sur des bases d'amaro, de l'eau et bévie et compagnie. Donc on va travailler là-dessus, beaucoup aussi les herbes et les épices qu'on aime énormément travailler. C'est une section de cocktails
qui va être justement plus abordable. On n'applique pas la notion d'happy hour 2 pour 1, mais c'est une notion où nos cocktails sont quand même à prix réduit jusqu'à 20 heures. Donc c'est un incitatif pour inviter nos clients à venir nous rejoindre et puis justement de bien partir la soirée. Donc c'est ça, on aime aussi beaucoup sur cette section-là venir s'inspirer aussi des classiques. Tu parlais des Spritz tout à l'heure, des Mules, des Bramble, des choses comme ça, on prend les bases et puis on aime bien un peu les développer justement autour de ça. Et alors, est-ce que ça c'est quelque chose où vraiment au lab vous avez introduit les cocktails à votre clientèle? Parce que le 5 à 7, qu'est-ce que les gens boivent en général? Pas forcément des cocktails. Est-ce que vous avez introduit ça avec des cocktails moins chers, avec des cocktails plus légers, avec des bases de vin, d'amaro, etc., etc.? Ça s'est fait en fait dans l'évolution. Je pense que dans le mode de consommation, pendant longtemps, et surtout au Québec, on était très axé sur la bière, sur le vin. Donc, c'est ce qui faisait un peu la fureur des 5 à 7. Tranquillement, pas vite, cette culture cocktail, où on a eu un peu de retard pendant de nombreuses années, retard qu'on a rattrapé très rapidement dans les 3 dernières années. Mais c'était de ramener un peu cet esprit, justement, de boire différemment. On partait avec une philosophie de base qui était boire moins, mais boire mieux. Donc l'idée n'était pas forcément de boire moins, mais c'était d'avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif dans ce que tu bois, parce que beaucoup d'établissements, on offrait des mélanges de base avec des alcools un peu cheap pour faire du profit. On respectait moins nos invités. Puis je pense que c'était la mission qu'on a énormément en arrière du lab. C'est pas tant le fancy des cocktails, mais c'est le respect des clients. D'être sûr que si tu payes un drink, tu payes pour ce qu'il y a dedans, mais ça, on ne va pas garrocher les choses. Et donc ça a amené un peu cet esprit-là en arrière. Donc oui, de switcher cette phase de vin et bière, où on est rendu à quasiment plus en avant sur les heures d'apéritif, les gens ne demandent quasiment plus, et justement d'aller expérimenter les cocktails. C'est sûr qu'on a beaucoup de chance parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a une scène vraiment très intéressante au niveau des établissements, de la connaissance des bartenders, de la qualité haute, donc ça nous a amené ça nous amène à un horizon différent. Les modes de consommation aussi des clients a changé, justement, le fait de voyager, de voir un peu les influences internationales, ça leur a amené à faire une demande. Et le fait qu'il y ait une offre qui croît, la demande a cru également en même temps. Donc on ne sait pas lequel des deux a fait le phénomène, mais c'est ça que ça amène. Aujourd'hui, je pense qu'on a une vraie culture, justement, toujours de 5 à 7, mais cet apéritif se développe de plus en plus. C'est ce côté partage avant tout, je pense. Super. Et donc, dans l'exemple justement de cocktail apéritif, tu en parlais tout à l'heure, mais on a fait une petite variation de champagne cocktail. Donc on l'a dénommé Fizzy Friend. Donc dans le fond, c'est un cocktail très facile à réaliser, il n'y a vraiment pas beaucoup de manipulation. C'est aussi l'intérêt de l'apéro, on veut que ça aille vite. Pas trop le temps des fois. Donc ça se base sur un carré de sucre comme le champagne cocktail qu'on va imprégner sur un amer aromatique au gingembre qu'on peut faire soi-même ou on en trouve préparé. On va utiliser le Saint-Germain. Donc en fait, sur l'inspiration, un champagne cocktail version exotique. Donc notre Saint-Germain pour ce côté haute sur eau, faire des chiens hautes. Également, on a utilisé la vodka Grey Goose poire, la poire pour ces notes fruitées qui s'associent très bien au litchi. Et pour ce côté un peu effervescent, justement, le Prosecco pour finir. Donc un cocktail, je pense, qui est léger, un peu fruité, très facile d'accès comme tel. Et donc là, à nouveau, par exemple, un client qui voudrait un verre de champagne, un verre de Prosecco, un verre de vin, ça peut être vraiment une alternative pour du coup quelque chose de différent à goûter, une expérience parce que les gens viennent dans vos bars pour découvrir et pour avoir une vraie expérience. Donc ça, c'est un cocktail simple, léger, rafraîchissant qui serait une belle offre pour quelqu'un qui a plus envie d'un verre de champagne ou d'un vin. Merci beaucoup de nous avoir parlé du lab et de cette démarche, de voir que les choses avancent. Merci, j'étais là. J'ai pas fini ma phrase. C'était super donc de voir vraiment comment la démarche a commencé, comment ça a évolué. Merci. Merci à toi. Champagne. Et donc on va passer au 4e mur. Merci Bonjour. beaucoup. On a un peu de temps. J'ai un micro, guys.
Good. Ah, moi, j'ai fait le truc si tu veux. Allons-y. Ok, parti. c'est ça. En discutant un petit peu avec Camille, en fait, et puis pour pas que ce soit trop redondant avec Fabien, en fait, on a décidé de se concentrer un petit peu sur l'idée qu'il y avait derrière le quatrième mur, la manière dont on a trouvé l'idée et la naissance du bar, en fait. Ce qui s'est passé, c'était un petit peu le contraire de Fabien, justement, c'est que nous, ce qu'on faisait, c'est que on opérait déjà un local, comme la plupart d'entre vous le savent déjà. Et donc, on avait le local avant d'avoir le concept et l'idée. Et ce qui s'est passé autour de ça, c'est qu'on opérait un local qu'on voulait plus un concept dans ce local qu'on voulait plus vraiment travailler. On voulait vraiment faire du cocktail. Et on s'adressait à une clientèle, en fait, qui voulait plus boire des bières et des shots de Jameson plutôt que de consommer les cocktails à 15 à 18 $ qu'on voulait offrir, en fait. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Tony et moi, on s'est assis, puis on a décidé en fait, de profiter de la plus grosse faiblesse du local, qui était le fait que personne ne nous trouvait, en fait. Et on avait vraiment de plus en plus de clients qui nous disaient on cherche le bar mais on le trouve pas. Et qu'on s'est dit on va jouer vraiment sur cette faiblesse, puis on va faire un speakeasy. Parce que dans ce temps-là, il en existait déjà à Montréal, bien sûr, mais on trouvait que vraiment sur le plan cocktail, avec des cocktails techniques, jamais personne n'avait joué le jeu à fond. Et nous, on voulait vraiment respecter vraiment l'univers que ça découlait, et on voulait vraiment être caché. Et on a fait énormément d'efforts pour ça. D'ailleurs, j'ai dû dealer avec Google en Irlande avec mon accent anglais magnifique. C'était très bon. Et ils ne comprenaient pas pourquoi on voulait se cacher à tout prix. Et en fait, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est qu'on a décidé de réunir vraiment une équipe de bartenders qui étaient déjà reconnus sur la scène et qui avaient vraiment un gros background de cocktail, qui sortaient déjà de bar à cocktail et qui avaient vraiment une technique et qu'on savait qu'elle allait être capable d'assumer le volume qu'il y avait derrière. Donc c'est à ce moment-là que Tony et moi, on a décidé de faire appel à Eddie et Jonathan, qui à cette époque-là, on savait que Eddie et Jonathan voulaient faire un projet de leur côté. Puis on avait approché Romain aussi, qui malheureusement n'a pas fait partie du projet, Romain Cavelier, pour d'autres raisons. Et c'est après avoir approché Romain que Romaric, finalement, on a pensé à Romaric parce qu'on avait la même vision, on avait les mêmes valeurs, on avait le même background, et on avait une expérience aussi en France, un petit peu la même expérience. Comme je vous dis, en France, quand tu travailles, c'est 6 jours sur 7 pour 50 € par jour, pas de pourboire. Puis on savait qu'avec le background de ces gars-là et cette expérience-là, on allait pouvoir monter une équipe solide. Malheureusement, et là où on rejoint un petit peu l'histoire de Fabien, c'est que on avait un énorme budget, de l'argent à revendre. Non, bien sûr, on n'avait pas de cash, on n'avait pas de temps, et il fallait faire des travaux très vite, et il nous fallait trouver un concept. Et en fait, la manière dont on a réussi en fait à faire mousser un petit peu l'ouverture du bar, donc c'était de trouver tout l'univers théâtral qu'il allait avoir autour de ça. Eddie et Jonathan étaient vraiment vraiment attachés à ça. Puis vous connaissez Eddie, qui est un acteur lui-même. Et donc c'est Eddie et Jonathan qui sont arrivés avec le nom du bar et qui ont commencé à nous imprégner un petit peu de l'ambiance qu'on pouvait créer autour de ça. Et en fait, il y a eu deux éléments majeurs qui nous ont permis de faire la promotion du bar et de se faire connaître assez vite. Tout d'abord, on a décidé vraiment de se cacher et de pas du tout communiquer. Ça nous faisait vraiment sauver du temps par rapport à Facebook. Comme vous pouvez aller voir sur la page du quatrième mur, il n'y a aucune communication. Ça nous arrange bien, on joue le jeu du speakeasy. Et puis aussi de monter toute cette histoire autour de nos personnages, en fait, auxquels il fallait vraiment qu'on se tienne et que vous pouvez rencontrer de temps en temps. Ça nous permet de nous amuser, ça nous a permis de construire un univers vraiment créatif autour du bar, qui fitait en plus avec l'ambiance et avec le nom du bar. Et c'est ça, en fait, on s'est construit un petit peu un playground dans lequel on s'amuse vraiment beaucoup, surtout au niveau des cocktails. Et c'est un petit peu, et le quatrième mur, c'est un petit peu l'établissement qui est notre carte de visite et qui allait nous permettre de développer un petit peu toutes les business qu'il y a autour maintenant au niveau de l'éducation ou des projets de consultation, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est vraiment plaisant pour nous parce qu'on peut rentrer dans le bar n'importe quand et faire absolument ce qu'on veut. Et c'est ça, et en fait, je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu. Ce qui a vraiment été le tournant par rapport à nous, c'est que 2 semaines avant l'ouverture, on a lancé une vidéo
qui était absolument pas du tout bar related entre guillemets, où on était vraiment mis en scène dans une enquête policière et c'est exactement ouais c'est ça. Et donc c'est Tony qui a tenu absolument à être déguisé comme ça. Et en fait c'était une très bonne colonne vertébrale entre guillemets autour de notre communication, parce que c'est notre seule communication annuelle. C'est une vidéo qu'on sort à tous les ans. Donc c'est sûr que c'était quand même une bonne idée en termes de marketing et ça nous coûte vraiment pas grand chose. En plus de ça, on s'amuse et on se déguise un peu quand on veut. C'est ça, et on s'y tient toujours. D'ailleurs, je pense qu'il devrait y avoir des apparitions très bientôt. Et d'ailleurs, dans notre nouveau menu, on a vraiment encore plus exploré ce concept et explorer ce thème. Et je vous invite tous à venir découvrir le nouveau menu. On a énormément travaillé là-dessus et c'est pas juste des cocktails. Et c'est en grande partie grâce à Alexis qui a rejoint l'équipe et qui nous pousse tous vers le haut et qui est un excellent bartender. Super. Le lieu. C'est ça. Ok, là je vais parler un petit peu plus de mon background, puis je rejoins complètement ce que disait Camille. Ça c'est là où j'ai commencé à travailler un petit peu avec d'autres expériences, mais c'est le sud de la France, donc c'est aussi pour ça qu'on s'entend très bien avec Jonathan. Donc écoutez, j'ai pas grand chose à dire. Moi je travaillais dans le petit bar rouge à droite là qui s'appelle Le France. Je travaillais là pendant 9 saisons d'été, donc 9 fois 6 mois. Et j'ai servi du pastis, du rosé, des bières, des pastis, du rosé, des bières. Des cacahuètes évidemment. Et c'est vraiment, comme le disait Camille, c'est vraiment une tradition. L'heure de l'apéro, c'est autre chose que de boire de l'alcool. C'est plus un lieu de rencontre, une heure où on sait tous qu'on va se rejoindre. Et ce qui est vraiment différent par rapport au marché d'ici, c'est que tous les établissements que vous voyez qui sont alignés, c'est tous les mêmes. Il n'y a pas d'effort sur le concept, il n'y a pas d'effort sur les produits, ils proposent tous la même chose. Puis si le bar d'à côté propose le rosé à 1 euro de moins, tout le monde va aller là. Mais évidemment, tout est basé, comme vous pouvez le voir sur la photo, autour du cadre. Et c'est une clientèle qui est essentiellement composée de touristes. Donc c'est ça, les gens viennent pour consommer les produits locaux, des olives, des cacahuètes, et c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre culture, dans le sud de la France. Et c'est quelque chose que Jonathan, moi et les gars, on a vraiment voulu ramener ici et l'adapter un petit peu au marché. Voilà, c'est ça. Ça, c'est les premiers. À gauche, c'est le tout premier menu d'apéritif qu'on a voulu sortir. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est beaucoup plus compliqué pour nous de ramener du monde dans le bar entre 5h et 8h vu qu'on est dans un sous-sol et qu'en plus de ça, on est à Montréal. Donc il fallait vraiment qu'on redouble d'efforts pour essayer de ramener la clientèle dans le bar. Avec des prix attractifs, toujours en essayant de coller par rapport à la culture cocktail d'Amérique du Nord. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des cocktails qui sont rapides à exécuter. C'était vraiment important pour nous que ces cocktails-là, qu'on va vendre un peu moins cher, d'une part grâce à l'utilisation des produits qu'on va faire, et d'autre part par rapport à la vitesse d'exécution dans lequel on va les créer. Donc vous voyez, Negroni Spagliato, vraiment classique, Aperol Spritz, où on joue tout sur le volume du verre, le fait que les clients soient assez impressionnés devant ces espèces de gros ballons dans lesquels on sert aussi nos gin tonic classiques. Ginseng et tonic, ça c'était vraiment on adorait ce cocktail sus tonic, tout simplement, super facile à exécuter. Ça fitait vraiment avec l'apéritif, avec cette liqueur française qui est délicieuse. Et c'est ça, c'est Tao, by the way, qui nous a dit goûtez ça, et on l'a goûté, on l'a mis sur le menu, c'était exceptionnel. Qui se développe beaucoup en Europe, et c'est vraiment des choses simples, faciles à faire, mais où les gens en fait sont pas du tout habitués à ces goûts et ces saveurs, donc pour eux c'est une découverte. Ça vous permet quand vous commencez à ouvrir le bar, ça vous laisse du temps, faire votre mise en place, faire tout, et en même temps d'amener des gens. Moi je trouve ça hyper intéressant pour un établissement comme le 4e mur, où en fait il y avait tout qui jouait contre vous, un sous-sol avec pas de lumière, les gens n'ont pas forcément envie d'aller là-bas avant le dîner. Une clientèle qui était plus intéressée sur des bières, des shots, pas forcément des cocktails. Et en même temps, vous avez réussi à vraiment jouer ce jeu de l'apéritif et créer un menu où les gens viennent en fait. Exact, il fallait vraiment séparer cette première partie, et puis on s'est rendu compte aussi que
on remplissait le bar au début seulement après 21h et ça grâce au fait qu'on proposait aussi des shows, des live jazz et du burlesque. Mais on perdait clairement de l'argent parce qu'on avait vraiment un creux pendant l'apéritif et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment pensé à remplir avec une nouvelle clientèle, plus une clientèle qui sort du travail, etc., avec des prix abordables et des cocktails bien exécutés quand même, parce que malgré le fait que ce soit très simple, il faut bien l'exécuter et donner une bonne présentation, et je pense que c'est ça qui a réussi aussi à amener un engouement autour de ces différents menus. Et surtout, là c'est pareil pour, j'ai perdu Fabien, pour le lab, c'est des produits où les gens ne sont pas habitués en fait. Donc vraiment une découverte pour eux. C'est-à-dire que de la Suze tonique, si pour nous, parce que c'est quelque chose qui se développe beaucoup en France ou en Europe, c'est quelque chose de classique et d'assez banal, c'est des produits où en fait votre clientèle, ils n'ont pas accès à ça. La liqueur Saint-Germain, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent. La Suze, le Aperol Spritz, c'est quelque chose qu'ils commencent un petit peu à connaître, mais pas forcément beaucoup. Donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, où c'est de la découverte de produits en fait et l'origine des produits, parce que de plus en plus les consommateurs qui viennent dans vos bars, ils ont bien sûr envie de découvrir le cocktail, envie de voir le show autour du cocktail, mais ils ont aussi envie d'apprendre sur ces nouveaux produits, sur l'origine de ces produits, sur le savoir-faire, sur la qualité de ces produits en fait. C'est ça, il est là. Ça c'est le tout dernier qu'on a sorti qui est dans notre nouveau menu justement. Donc ça c'est notre menu apéritif 5 à 7 où donc on l'a appelé la Belle Époque parce qu'on s'est vraiment concentré sur plus une inspiration parisienne. On a vraiment segmenté nos 3 différents menus, donc qui sont notre menu 5 à 7 qui est essentiellement composé de cocktails avec des bulles, donc on a mis vraiment que des classiques, sauf le dernier qui est une petite création, mais comme vous pouvez le constater, l'objectif là-dedans, en plus ça va de pair avec l'ouverture de notre terrasse d'été, donc c'est rapidité d'exécution, pouvoir coller toujours avec le thème, et puis proposer quelque chose d'original avec un menu 100% composé autour des bulles et autour du vin. Super. Alors, je crois que vous avez tous le cocktail en main, presque tous. La création de Max. Si tu veux en parler un petit peu. Ouais, c'est ça. Je voulais vraiment me concentrer sur créer un low ABV, donc vraiment pour coller avec les nouvelles tendances actuelles. Et vraiment mettre en valeur le Saint-Germain, donc aller chercher vraiment les notes d'agrumes du Saint-Germain, les notes de fruits et bien sûr les notes florales qui sont autour. C'est pour ça que j'ai équilibré le Saint-Germain et le Noilly Prat grâce à la texture quand même assez légère du Saint-Germain qui est pas trop liquoreuse. Donc je l'équilibre avec le côté sec du vermouth et le côté vineux. Je vais aller chercher encore plus les arômes d'agrumes avec un bitter pamplemousse en fait. Et en fait, grâce au 1.25 onces de thé au jasmin, je suis allé chercher vraiment une complexité, une amertume et vraiment un long finish. Et mon thé, en fait, il va aussi m'aider à ouvrir mon mélange de vermouth et de Saint-Germain. Et c'est pour ça qu'en fait, on va venir amener vraiment un contraste dans le goût pour faire ressortir le Saint-Germain. Et voilà, la dernière petite manipulation, c'est le rincer le verre à la fleur d'oranger pour qu'il y ait vraiment une expérience sensorielle avec le nez pour vraiment pouvoir préparer le palais. Et mon objectif, c'était vraiment de pouvoir faire un cocktail simple, mais avec quand même beaucoup de complexité et beaucoup de finish. Et du coup, comme je disais avant, si on imaginait par exemple 2 ounces de gin ou un whisky ou un bourbon, un alcool fort, en fait, ça viendrait du coup, ça apporterait beaucoup de notes aussi, mais ça viendrait casser toutes ces nuances de la fleur d'oranger, du thé de jasmin, les notes de Saint-Germain, où en fait là, je trouve que sur le low ABV, ça donne vraiment beaucoup de possibilités sur des nuances sur lesquelles on peut accéder parce que ça reste, il n'y a pas le côté alcool qui va venir vous brûler le palais entre guillemets. Je pense qu'il y a vraiment des nuances qu'on peut atteindre avec du low ABV qui sont vraiment intéressantes. Ça vous plaît, le cocktail ?
Ça commence bien la journée. En tout cas, merci beaucoup. Je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, je vous ai quand même beaucoup présenté des établissements qui sont que des focus sur l'apéritif, que ça soit le Marie-Céleste, Dante. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils font pas d'autres cocktails, bien sûr. Ils ont des Manhattan, des Old Fashion, mais ils ont vraiment un gros focus sur l'apéritif. Et je trouve ça toujours intéressant de voir des établissements qui sont des speakeasy, qui sont des bars à cocktails, qui ont du live music, qui font d'autres choses, qui font de la nourriture, etc., mais qui ont aussi une offre apéritif. Et qu'est-ce que ça veut dire financièrement? Parce que d'avoir personne dans son bar de 5 à 8, c'est un gouffre financier qui est difficile à combler à la fin du mois. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour, sans tomber dans le 2 for 1, les cocktails pas chers et pas forcément de qualité, comme on peut voir dans certains établissements malheureusement, mais quelle offre on peut offrir à votre clientèle et à vos guests quand ils viennent pour du coup développer ce temps qui peut être un petit peu vide parfois dans vos établissements. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir compris un petit peu plus l'origine de l'apéritif, de l'intérêt de l'apéritif, de ce que c'était l'apéritif avant, ce que c'est l'apéritif aujourd'hui, de comprendre aussi l'intérêt des consommateurs? Je trouvais ça très intéressant quand Fabien disait « je ne sais pas vraiment qui a commencé, s'il y a eu d'abord la demande ou si on a offert ça, mais en tout cas, il y a cet effet un petit peu boule de neige autour de l'apéritif où les gens sont de plus en plus intéressés. » Juste une petite remarque pour ça. Donc, moi, ce que j'ai remarqué de la présentation que vous avez faite, c'est qu'on peut dire que l'apéritif, on met dans la main avec le cocktail ABV. On le met main dans la main avec le... Alors ça, c'est ce que je disais un petit peu sur... Ça dépend parce que par exemple, un Negroni, c'est pas forcément l'eau ABV. Un Martini, c'est pas forcément... Donc il y a différentes catégories sur l'apéritif. Moi, je trouve intéressant le low ABV pour de l'apéritif pour des raisons financières parce que les coûts seront quand même moins importants sur un cocktail avec du thé au jasmin, du Saint-Germain, du Noli Prat, etc. que sur un Martini, sur des choses comme ça. Après, ça veut pas dire il y a différentes catégories dans l'apéritif. Ce qui est aussi intéressant avec les low ABV, c'est que si un client, par exemple, je viens dans votre bar et je vais prendre un cocktail low ABV, je vais sûrement en prendre un deuxième, je vais peut-être commander quelque chose à grignoter, je vais en prendre un troisième, je vais en prendre un quatrième. Donc il y a ce côté en fait où, vu que l'alcool est léger, on peut apprécier plusieurs cocktails. Moi, comme j'en reviens toujours au martini, si je fais 3 martinis avant, et je ne suis pas la seule, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le Duke Hotel à Londres, mais le martini, ça reste un cocktail fort, et donc en fait, on ne va pas en boire 10 dans la soirée, clairement. Donc je pense qu'il y a ce côté où je trouve ça intéressant, le low ABV, pour un côté financier, pour un côté palais, parce que du coup les gens ont envie de quelque chose de léger, quelque chose de rafraîchissant, quelque chose qui va réveiller leur papille et ouvrir leur appétit, sans que ça soit quelque chose qui va tout de suite, à 5 heures de l'après-midi, on n'a pas forcément envie d'avoir un petit coup dans l'aile. C'est pour ça que je trouve ça intéressant et que de plus en plus on voit le low ABV se développer, mais il y a quand même le Negroni, le Martini, beaucoup de cocktails qui sont plus spirit forward, qui restent quand même des apéritifs. Est-ce que ça répond à la question? Pas emballé, hein, c'était un petit oui, hein. J'ai vu. Okay. Est-ce que vous avez du marché asiatique encore aussi qui sont de plus en plus dirigés vers les whisky et certains spiritueux ont beaucoup d'intérêt dans le vin aussi? Est-ce que vous pensez que l'apéritif est en train de développement et que c'est justement en appelant sur le vin à puis d'avoir Alors, j'ai eu la chance de faire le lancement de la marque Saint-Germain en Chine et au Japon. En Chine récemment, c'est quelque chose qui se développe vraiment doucement. Le brunch est quelque chose qui se développe beaucoup en Asie, beaucoup à Singapour, beaucoup en Chine, beaucoup à Beijing, etc. Donc, il y a aussi ce côté cocktail léger, cocktail low ABV, cocktail de journée. Parce que à nouveau, on n'a pas forcément envie d'un cocktail très fort dans la journée pour un brunch. Donc il y a cette tendance du low ABV qui commence vraiment dans ces pays, aussi parce que les pays asiatiques, ils ont pas forcément, ils boivent pas de la même manière qu'on peut boire en Europe, etc.
Et en fait, ils s'intéressent énormément aux dark spirits, donc les whiskies, les cognacs, etc. Mais en même temps, il y a ce cocktail de jour qui se développe de plus en plus. Donc je pense qu'aujourd'hui, la culture de l'apéritif, elle est vraiment, vraiment toute petite en Asie, mais elle se développe. Et en plus, en Asie, ils ont énormément cette passion pour la France. Et du coup, ils regardent de plus en plus les produits français. Donc c'est pour ça qu'on a fait le lancement de Saint-Germain, mais ils s'intéressent de plus en plus à la culture française et donc à l'apéritif. Mais c'est vraiment, on est petit à petit là-bas. On commence à peine. Cool. D'autres questions? Est-ce que vous voyez un petit peu... Je sais que tu essaies de partir, mais on ne sait jamais s'il y a des questions pour toi. C'est lui qui veut pas me rejoindre. Je vous garde sur la... Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Tu as une vision, vu que tu voyages beaucoup, Mhm. de qu'est-ce qui s'en vient dans cette approche, justement, De l'apéritif, comment des nouvelles choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de nouveaux produits qui sont lancés tous les jours, de nouveaux vins fortifiés, vermouth, amari, etc., etc. Donc je trouve qu'il y a vraiment cet accès, je trouve, à beaucoup plus de produits. Je trouve aussi qu'il y a ce retour un petit peu à tout ce qui est traditionnel. Donc on voit des eaux de vie françaises qui commencent à se relancer, des choses où c'est des produits où de plus en plus les gens ont envie de connaître et de découvrir. Je pense qu'aussi les barman dans le monde entier ont cet intérêt, cette envie de développer de plus en plus le low ABV pour des raisons, comme je disais, donc pour garder leur clientèle plus longtemps dans leur établissement, mais aussi pour eux-mêmes. Je me rends compte que si avant les barman buvaient des shots de bourbon derrière le bar, de plus en plus, on va voir le shot de sherry ou le shot de vermouth. Vous n'en êtes pas encore là, peut-être pas. Mais en tout cas, je vois de plus en plus les barman qui s'intéressent eux aussi et qui apprécient de plus en plus de boire des choses. Je me souviens de discuter avec Lio du Nomade qui me disait, mais en fait, moi, quand je sors, je vais dans les établissements qui sont des gens avec qui je travaille. J'ai pas forcément envie de boire énormément. Je commence à 8h du mat demain matin et je peux pas vraiment me réveiller avec un mal à la tête. Et du coup, on voit les barman de plus en plus s'intéresser à ça. Donc là, je pense que à nouveau, c'est une demande des barman et une demande de la clientèle. Mais donc voilà, je pense que le low ABV, c'est vraiment quelque chose qui se développe énormément. L'apéritif, le cocktail de journée, c'est quelque chose qui se développe énormément. Moi, je me souviens la première fois que j'ai été au Texas et que les bars ouvrent à 3h de l'après-midi. Mais les bars, les speakeasy ouvrent à 3h de l'après-midi, en fait. Julep, qui est un bar que j'aime vraiment beaucoup, je sais pas si vous en avez entendu parler, la patronne s'appelle Alba Huerta. Son bar, il est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, de 3h de l'après-midi à 3h du matin. Et je me disais, mais en fait, qui va boire des cocktails à 3h de l'après-midi? J'aimerais être cette personne qui boit des cocktails la journée. Et en fait, comme je disais, la consommation change énormément. Les gens n'ont plus ou beaucoup moins ce 9 to 5, travailler derrière un bureau avec des horaires fixes. Il y a beaucoup plus de gens qui sont des entrepreneurs, qui ont leur propre business, qui font leurs heures, qui travaillent de la maison. Et donc, au Texas, où il y a énormément de nouvelles technologies, ces gens-là vont boire des cocktails dans la journée, travaillent plus le soir, etc. Donc, je trouve que le cocktail de journée, c'est vraiment quelque chose qui se développe. On a vu le brunch qui explose et qui est vraiment une tendance qu'on voit énormément. Moi, j'ai écrit un livre cette année qui s'appelle How to Drink French Fluently. J'ai quelques copines d'ailleurs qui sont cachées quelque part. Mais donc, c'était là. En fait, l'idée de ce livre, plus que de dire comment boire à la française, c'était de parler des cocktails, de parler de Saint-Germain dans les cocktails, du côté versatile, mais encore plus que ça, c'était de parler des occasions cocktails et pas forcément que de la recette, en fait. Je trouve que parfois, les barman se concentrent vraiment sur qu'est-ce qu'on va mettre dans le shaker ou qu'est-ce qu'on va mettre dans le verre, sans penser au moment auquel on va déguster ce cocktail-là. Et en fait, le livre que j'ai écrit, c'est une organisation de cocktails par moment de la journée. Donc en fait, il y a 5 chapitres. Le brunch, le daytime, l'apéritif, le dîner et le nightcap, donc le dernier cocktail de la soirée. Et donc c'était parler de qu'est-ce que c'est, parce que même je trouve que la clientèle va venir dans votre bar et souvent ils connaissent peu de cocktails et en fait ils vont commander ce qu'ils connaissent. Et ils vont pas réfléchir à quelle heure il est, qu'est-ce qui est bon pour mon palais à ce moment-là, est-ce que j'ai mangé, j'ai pas mangé, quel temps il fait dehors, etc. Mais ils vont juste commander le classique qu'ils connaissent.
Et donc l'idée, c'était de parler de ces moments et pourquoi un cocktail de journée va être complètement différent d'un cocktail d'un nightcap, par exemple. Il y a quand même toute la journée qui s'est passée entre les deux. Est-ce que vous voulez pour un brunch, pour un daytime cocktail, pour un apéritif? C'est pas la même chose que vous allez avoir pour votre dîner quand vous mangez ou pour votre nightcap. Je trouve que vraiment, cette notion d'occasion et pas forcément que de recettes, c'est quelque chose que je vois de plus en plus se développer. Et c'est la raison pour laquelle How to Drink French Fluently, le livre, ça a été un succès encore plus énorme qu'on ne pensait parce que c'était intéressant pour les barman de parler de pourquoi le palais évolue au cours de la journée, mais aussi pour les consommateurs de comprendre what you drink, when you drink it. Tu vois, qu'est-ce qu'on va boire et à quel moment, en fait. Donc je pense que ça, c'est quelque chose, le côté occasion, cocktail, qui se développe aussi et que je vois de plus en plus des menus, même dans des bars, qui sont organisés comme ça par l'heure de la journée, comme je vois de plus en plus de sections apéritives qui se développent sur les menus. Mais le meilleur exemple par rapport à ça, c'est le bar Raval à Toronto, qui est ouvert 7 sur 7 de 8h à 3h du matin tous les jours. Tu peux y aller. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai dépensé $600 dans la journée. J'y suis allé 3 fois. J'y suis allé pour le café, j'y suis allé pour le midi. Et le soir, ça change complètement. Et en fait, le setup du bar change complètement. La bouffe, ce qu'ils proposent, moi, c'est mon bar préféré au Canada. Mais c'est un super bon exemple de ce que tu dis. Et du coup, c'est d'avoir un établissement et de voir qu'est-ce qu'on peut faire en plus dans ce même lieu, d'offrir du coup pour différentes demandes en fait. D'autres questions ? Avant qu'on finisse, je vois Marilyn qui s'approche de moi, qui vient m'enlever le micro. Merci à tous en tout cas. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé, que vous avez tous envie de venir faire l'apéro avec nous. Partagez vos recettes, vos cocktails, apéritifs. J'aime toujours voir ce qui se fait dans le monde. Je trouve ça hyper intéressant. J'ai la chance de voyager et du coup j'ai la chance de découvrir des cultures différentes parce que c'est toujours des produits locaux, des palais qui sont différents, des cultures qui sont différentes. Je n'ai jamais mangé autant de sirop d'érable qu'hier et de foie gras. Donc voilà, merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci encore Invasion Cocktail pour l'invitation.